Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui. La fédération CFTC Média Plus souhaite maintenir le lien avec vous et répondre à vos questions en matière de santé au travail. Face à une hausse des arrêts maladie de longue durée, des troubles psychosociaux et des burn-out, il est indispensable d'agir pour améliorer nos conditions de travail. L'entreprise n'est peut-être pas systématiquement responsable des maux des salariés, mais lorsque c'est le cas, quand et comment sa responsabilité est-elle engagée? Pour répondre à nos questions, Maître Saada, associée du cabinet L'Atelier des droits, avocate à la Cour, spécialiste en droit du travail, en droit de la sécurité sociale et de la protection sociale, va nous aider à répondre à ces questions. Pour commencer, Maître, on entend souvent parler de souffrance au travail, de harcèlement moral. Y a-t-il un lien ou une différence entre ces deux terminologies? Alors déjà, il faut remonter un petit peu dans le temps, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la loi relative à la prévention et à la répression du harcèlement moral a été promulguée, c'est-à-dire en 2002, tout le champ des conditions de travail a eu l'air de se résumer à une question de harcèlement moral. En ce qui me concerne, et avec d'autres professionnels, pas seulement du droit, mais aussi de l'ergonomie, de la psychopathologie du travail, des médecins du travail, des inspecteurs du travail, on a souhaité vraiment remettre dans le débat la question d'une part du travail, d'autre part des conditions de travail. Et il fallait trouver un terme. Et ce terme, on a considéré que ça pouvait être le terme de souffrance. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre site s'appelle Souffrance et Travail. Alors, la souffrance au travail, c'est évidemment beaucoup plus vaste que la notion de harcèlement moral au travail. La souffrance au travail, elle fait appel, pour en connaître les contours, aux questions d'organisation du travail, aux questions de charge de travail, aux questions d'évaluation de la charge de travail, mais aussi aux questions relatives au travailleur lui-même et au respect de ses rythmes, au respect de sa personne, etc. Le harcèlement, c'est d'abord une infraction pénale, ce que n'est pas la souffrance au travail, c'est-à-dire qu'une mauvaise organisation du travail, une surcharge de travail, ça n'est pas une infraction pénale. Donc la différence, c'est évidemment une question un peu juridique, c'est-à-dire que le harcèlement moral est susceptible d'être poursuivi devant les juridictions répressives. Mais alors, quels sont les cas concrets de harcèlement moral et comment réussir à prouver qu'on en est victime, Maître? Quand on est sur un dossier de harcèlement moral, la première chose à se dire, c'est qu'on n'a pas à démontrer que l'autre avait une intention malfaisante à votre égard. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est celle de la preuve. Et évidemment, c'est très différent suivant qu'on se place sur le terrain de la justice civile ou de la justice pénale. Pour la justice pénale, tout le monde en a entendu parler, il existe la présomption d'innocence. Et donc, tant que la démonstration n'est pas faite que le prévenu est l'auteur des faits qui lui sont reprochés, eh bien, il bénéficie de cette présomption d'innocence et surtout, ce n'est pas au prévenu qu'il appartient de démontrer qu'il n'est pas coupable. C'est au parquet, c'est au ministère public, c'est éventuellement aux victimes, parties civiles, d'établir la preuve des agissements. Et c'est pour ça que la procédure pénale, elle est très dangereuse. Elle est redoutable, parce que celui qui est poursuivi n'a pas à prouver qu'il n'a pas commis. Et c'est pour ça qu'on l'utilise peu, la procédure pénale, en dehors du fait que c'est une procédure qui est longue, qui est peu dotée de moyens, avec des magistrats
qui sont peu nombreux à connaître le sujet, etc., et qui, il faut bien le dire, ne sont pas les juges naturels du contrat de travail. Qui est le juge naturel du contrat de travail? C'est le Conseil des prud'hommes. Et là, on a quelque chose en plus, quelque chose qui est formidable pour les questions de harcèlement moral, c'est qu'on n'a pas du tout approuvé le harcèlement moral. C'est qu'il y a, comme en matière de discrimination, puisque le harcèlement moral est une forme de discrimination, un aménagement de la charge de la preuve. Et cet aménagement de la charge de la preuve, on le doit notamment aux juridictions européennes, qui ont prévu, notamment en matière de discrimination, de dire chaque fois qu'en réalité les preuves sont dans l'entreprise, le demandeur il est condamné à l'échec si on fait peser sur lui la charge de la preuve. En revanche, si on dit au demandeur « présentez-nous des faits, établissez-nous une réalité qui a l'air d'être cohérente, d'être solide, d'être sérieuse. » Et nous, juges, on demandera au défendeur, à l'employeur, de prouver que ce que vous dites est faux, ou bien de prouver que ce que vous dites est certes juste, mais que les raisons qui l'ont amené à se comporter de cette manière sont totalement étrangères à un objectif de harcèlement moral. Alors c'est un peu compliqué ce que je dis, je donne un exemple. Je suis une salariée qui estime qu'elle est harcelée parce que je n'ai pas les mêmes horaires de travail que les autres, que du coup je ne peux pas partager des moments avec mes collègues, qu'à l'heure du déjeuner on me met de permanence, que tous mes collègues peuvent régulièrement déjeuner les uns avec les autres, qu'en ce qui me concerne, pour me donner mes congés, on me fait attendre la dernière minute, qu'on ne me salue pas. Bref, je fais état d'un certain nombre de griefs qui laissent présumer, dit le texte, l'existence d'un harcèlement moral. À partir de là, l'employeur va devoir établir que les raisons qui l'ont conduite à se comporter de la sorte n'ont rien à voir avec moi, mais sont liées à des raisons objectives, lesquelles raisons objectives sont en rapport avec l'intérêt légitime de l'entreprise. Dans l'entreprise, quelles sont les personnes vers qui se tourner pour faire cesser le harcèlement? RH, représentant du personnel, ou faut-il aller voir à l'extérieur? Alors quand on pense être victime d'un harcèlement moral ou qu'on se trouve en situation très difficile au travail parce qu'on n'arrive plus à faire face, il y a vraiment un conseil à donner immédiat, clair, franc, massif, ne restez pas seul. Parlez-en à vos collègues et parlez-en aux élus du personnel, parlez-en aux médecins du travail, parlez-en à l'inspection du travail, notamment si vous êtes salarié protégé, c'est-à-dire investi d'un mandat représentatif, et parlez-en aussi pour être soutenu à l'extérieur, c'est-à-dire parlez-en à votre médecin traitant qui vous connaît bien, parlez-en également à votre famille, à vos amis, ne gardez rien pour vous, ne soyez pas en représentation et partagez cette difficulté qui est la vôtre. Ce sera quelque chose de très important pour tenir et pour résister et pour mettre en place une stratégie pour sortir de cette situation. Et je ne sais plus si j'ai parlé des élus du personnel, mais il va de soi que ce sont les premiers interlocuteurs à rencontrer. Alors, est-ce qu'il faut aller voir les RH? Je ne vais pas vous dire non. Mais il faut malheureusement rien en attendre. La plupart du temps, les RH, je le vois dans ma pratique professionnelle, ne proposent pas vraiment de solution et ne font pas cesser l'atteinte. Pourquoi ?
Parce qu'en réalité, la plupart du temps, l'atteinte, elle est intrinsèque, elle est propre au fonctionnement de l'entreprise et les RH vont avoir beaucoup de mal à condamner ce fonctionnement. Et il faut aller les voir, ne serait-ce que pour les mettre face à leurs responsabilités. Il faut aller les voir pour dire « j'ai fait tout ce qu'il fallait pour faire cesser cette situation ». Mais en réalité, il faut plus compter sur les élus du personnel, sur le médecin du travail et sur sa propre capacité de contestation, de résistance et de mise en cause de l'organisation du travail. Quelles sont les conséquences pour un salarié s'il affirme sans fondement être victime de harcèlement ? Il y a des conséquences lorsqu'on affirme qu'on est victime de harcèlement et que ce n'est pas fondé, que si on a formulé des accusations de mauvaise foi. Pas si on s'est trompé d'interprétation, si par exemple on a cru qu'on était victime parce que ceci, parce que cela, mais qu'en réalité on nous a apporté la justification que ma foi, c'était une nouvelle organisation, c'était justifié par des raisons objectives et qu'on avait mal compris, que monsieur machin n'avait pas du tout prononcé les paroles qu'on avait supposé qu'il avait prononcées dans un couloir. Bref, qu'on se soit trompé. Tout le monde peut se tromper. Et l'erreur est humaine. Par conséquent, on ne peut pas vous licencier parce que vous avez dénoncé à tort, même par écrit, même auprès des élus du personnel, quelque chose qui finalement n'est pas du harcèlement. Pour qu'on puisse vous licencier pour ce motif, il faudrait que l'employeur démontre que vous étiez d'une parfaite mauvaise foi, que vous avez tout inventé et que vous ne l'avez fait que dans le but de nuire à quelqu'un. En réalité, faire une dénonciation a plutôt tendance à vous protéger. C'est-à-dire que l'employeur ne peut pas vous licencier parce que vous avez fait une dénonciation erronée. Le licenciement serait frappé de nullité s'il le faisait. C'est-à-dire qu'il y a d'une part le droit d'expression, auquel on peut faire appel sans limite en dehors de celle de la diffamation ou des bonnes mœurs, ou bref, de ce qu'on sait de toute façon, naturellement, on sait jusqu'où on peut aller pour un droit d'expression. Droit d'expression, on peut parler de son travail, on peut parler de ses conditions de travail, on peut dénoncer des situations qui nous paraissent intolérables, on peut réclamer une augmentation, on peut réclamer de meilleures conditions de travail, tout ça est couvert par le droit et la liberté d'expression. Donc on peut s'exprimer sur son travail. Et si on s'exprime sur son travail, on exerce une liberté fondamentale, laquelle vous protège ensuite du licenciement. Alors, comme c'est le patron qui décide tout seul de savoir ce qui est une faute, ce qui n'est pas une faute et quand est-ce qu'il licencie, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne peut pas envoyer de l'aide de licenciement. Il peut certes envoyer une lettre de licenciement, mais on peut se défendre contre ce licenciement aisément en invoquant la violation de la liberté fondamentale que je viens d'évoquer. Si aucune action corrective n'a été mise en place, à qui une victime de harcèlement moral peut-elle demander réparation de son préjudice ? Au harceleur, à son employeur ou bien aux deux ? Alors la question de savoir si c'est intéressant, c'est opportun d'aller rechercher une responsabilité personnelle contre un harceleur est souvent posée. C'est une question délicate. Personnellement, je n'aime pas beaucoup poursuivre des personnes physiques, notamment devant le Conseil des prud'hommes. C'est faisable, mais on se retrouve avec deux adversaires, et l'agresseur, entre guillemets, et l'employeur. Donc c'est pas formidable sur le plan du temps que va, et de l'espace et du terrain que va occuper l'adversaire. Ils sont deux. Et puis, c'est très compliqué de faire retenir la responsabilité personnelle d'un salarié. Parce que la jurisprudence, elle dit quoi? Elle dit
qu'on peut engager la responsabilité d'un collègue de travail, d'un N+1, que s'il a commis une faute lourde. Alors vous allez me dire, bah oui, mais le harcèlement moral, c'est une faute lourde. C'est vrai, mais en même temps, lui, s'il fait la démonstration que lui-même était victime d'une pression de la part de la hiérarchie, qui l'a obligé à, et que peut-être il a été maladroit, et que c'est pas très facile d'aller engager la responsabilité personnelle. Moi, en plus, je pense que ça laisse l'idée qu'il y a une victime et un agresseur. Et donc, ça ne renvoie pas à la responsabilité, finalement, du donneur d'ordre, qui est l'employeur. Donc, moi, je pense que c'est l'employeur qu'il faut poursuivre. Que ce soit au pénal, que ce soit devant la juridiction prud'homale. Merci maître pour votre analyse pertinente et surtout pour le temps que vous nous avez accordé. À vous militants, adhérents ou simples navigateurs sur notre site, nous vous remercions d'avoir suivi cette interview. On espère qu'elle vous sera utile dans vos relations de travail. N'hésitez pas à la liker, la partager ou la commenter. Et pour suivre toute notre actualité, rendez-vous sur notre page Facebook ou sur notre site Fédération CFTC Média Plus. Quant à moi, je vous dis à bientôt.